Pendant longtemps, les guerres de Vendée ont passé pour simplement la révolte de gens qui refusaient le nouvel ordre républicain. C'est beaucoup plus que cela, c'est une véritable guerre civile. C'est même peut-être, avec les guerres de religion, toutes choses étant égales d'ailleurs, la plus sanglante et la plus longue des guerres civiles en France. La recherche sur les guerres de Vendée a été, comment dirais-je, alourdie, compliquée par le fait que les auteurs qui s'en occupaient, dans un premier temps, étaient déjà des acteurs ou des témoins des faits, et puis ensuite, ils ont pris des partis vraiment très antagonistes. Donc on a une historiographie en gros blanche et une historiographie bleue. Il est très rare de trouver des auteurs qui fassent, je dirais, non pas la synthèse, mais la rencontre des deux. Par exemple, Gabory. Moi j'ai une certaine admiration pour ce vieil archiviste nantais. Gabory a fait, et on le trouve facilement maintenant chez Lafon Bouquin, une remarquable synthèse sur les guerres de Vendée. Mais en réalité, ce qui empêchait de faire quelque chose de sobre, d'intelligent et de réfléchi, c'était l'occultation des massacres perpétrés par les armées républicaines à partir de l'hiver 1793-1794. Ensuite, lorsque la Troisième République s'est mise en place, les historiens sorbonnards, radicaux socialistes, donnaient vraiment alors une vision très conventionnel et c'était vraiment défini d'une certaine manière à la gloire de la République. Alors tout s'est décoincé, si j'ose dire, dans les années 80 du siècle défunt, avec la première contribution de Reynald Séché, lorsqu'il a fait sa thèse de troisième cycle sur la chapelle Basse-Mer, qui était un travail tout à fait remarquable, et lorsqu'ensuite il a fait sa grande thèse sur la Vendée, département Vengé. Bon, à la même époque, je retrouvais le texte de Gracchus Babeuf qui dénonçait le populicide, et tout cela bien mixé arrivait à l'époque du bicentenaire que François Mitterrand voulait des plus officiels, et ça a franchement secoué et fait décaler les lignes. C'est très clair. Alors, on est revenu à un certain apaisement. Il reste qu'aujourd'hui, il y a un courant qu'on va qualifier très vite de néo-jacobin ou de néo-robespierriste, incarné en particulier par Jean-Clément Martin, qui est un homme de l'Ouest, et qui défend encore des positions qui ne sont pas révisionnistes, qui ne sont pas négationnistes, mais qui sont quand même des positions pas toujours acceptables, notamment à propos des massacres en Vendée. Et puis on a un autre courant qui a été créé en Vendée à l'initiative, il faut lui rendre cet hommage, de Philippe de Villiers, qui a confié à la Gérard le centre de recherche vendéenne autour et à partir d'un fameux colloque qui s'est tenu en 1993. Et là, on a vu apparaître une nouvelle historiographie vendéenne qui a littéralement supplanté l'autre, disons, néo-jacobine. Bon, aujourd'hui, c'est le Landerneau des historiens, donc ce sont des querelles de personnes, etc. On arrive quand même à un modus vivendi, on arrive quand même à une espèce de reconnaissance du fait vendéen et de tout ce qui a été perpétré en Vendée. Est-ce qu'il y a des débats encore sur des points particuliers qui sont quand même relativement violents par rapport à d'autres? Oui, il y en a eu, par exemple, sur le fameux massacre des Luxes au Boulogne. Alors la maladresse était peut-être de dire c'est un oradour en Vendée. Tout ce qui est comme ça, saut, saut de cabri entre deux siècles, il faut faire très attention. Alors là-dessus, on a vu, on a reconstitué ce massacre, mais on a eu des gens qui l'ont contesté. Le Conseil général de Vendée a cru bon, et sans doute a-t-il eu raison, de faire un mémorial, etc. On était encore dans ces prises de bec, quoi. À l'heure actuelle, on peut déjà l'aborder, la question de l'extermination, il y a quand même une base d'accord, hein, c'est clair, on le reconnaît, mais le problème, c'est un petit peu, vous savez, comme tout ce qui est massacre de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ce sont des choses délibérées, voulues à l'avance, ou est-ce que ce sont des choses perpétrées par la force des choses, etc. On débat encore de cela. Il y a des accointances entre la Seconde Guerre mondiale et puis toutes les atrocités qui tournent autour, et puis les guerres de Vendée. On voit bien que les démarches sont à peu près les mêmes dans la tête de certains historiens. Mais c'est plus calme. Et sur la question du bilan humain, j'ai lu Difficile. dans votre livre qu'il y avait quand même
des disparités? Oui, oui, oui. C'est inévitable parce Il que... n'y a pas du tout de consensus sur la question, quoi. On peut pas, c'est impossible. Séché avait commis une petite erreur tactique lorsqu'il donnait le chiffre des victimes à l'unité près. C'est pas possible. Bon, il l'a fait parce qu'il a fait des calculs, mais on a Hussenet. Hein. Hussenet est un type très intéressant. C'est un démographe. C'est un élève de Dupaquier. Et Hussenet a vraiment très très bien travaillé, mais on n'a pas les archives que l'on pourrait déjà. Quand on travaille sur la guerre d'Algérie, quand on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas toutes les archives suffisantes pour faire des bilans définitifs. Bon, il faut quand même bien voir que dans certaines paroisses, on a eu des bilans de mortalité, aussi bien par les combats que par l'extermination, que par les maladies, qui atteignent 70-80% de la population. Alors, qu'est-ce qui déclenche finalement le début de la guerre de Vendée? Alors, vaste débat. Vaste débat. Bien entendu, on a mis le facteur religieux. Il est très important. Il est très important parce que dans cette région du Poitou, qui est devenue la Vendée, la déchristianisation avait été relativement importante après les guerres de religion. Il y avait eu des petits foyers protestants. Et ensuite, au XVIIIe siècle, il y a eu une espèce de tentative pour réévangéliser tous ces gens-là autour du père Grignon de Montfort, dont le tombeau est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, etc. Et la pratique religieuse était assez importante et assez intense dans ces régions-là. Il y avait la présence d'une petite noblesse, noblesse d'épée, noblesse de race, comme on disait, de souche, qui avait une forte emprise sur ces paysans. Et ces gens-là étaient évidemment très hostiles à la République. Et puis, il y a le facteur tout bête de la conscription. La monarchie faisait la milice, recrutait, la République fait la conscription. Or, quand au printemps 1793, les paysans sont informés qu'il faudra donner tant d'hommes à la République, ils découvrent que ce sont tous des fils de paysans, d'ouvriers ou d'artisans. Il n'y a pas de fils de bourgeois, il n'y a pas de fils de patriotes. Alors évidemment, ils le ressentent comme une profonde injustice. D'autre part, il faut bien voir quand même qu'on est dans une France un petit peu excentrée par rapport à la guerre qui se produit à l'Est contre l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse. Et l'idée pour un paysan de l'Ouest de partir à 800 km de chez lui pour une cause qui ne l'enthousiasme pas, avec des gens qu'il ne comprendra pas sur le plan linguistique, c'est quand même très dur. Donc en fait, c'est un faisceau de causes, hein. C'est clair. Alors selon les tendances des historiens, on privilégiait le facteur religieux, le facteur politique, ou alors une revendication de la base populaire qui refuse la conscription. Ça, on peut toujours en débattre, hein, c'est certain. Nous, on a cherché quand même, c'est plutôt une histoire militaire. Alors, Couteau-Bégari, on avait déjà fait une chez Economica, qui est très bonne, que je conseille, mais qui est faite de contributions différentes. La nôtre est plus synthèse, et donc, on a affaire à un conflit. Donc, on a décrit assez minutieusement les combats. Ça démarre en mars 93, ça finira seulement avec le traité de la Jaunelle à Mobilaire en 1796. Mais l'intensité, la force des combats, va en gros du printemps 93 à, on va dire, décembre 93, puisque là, les Vendéens, dans un premier temps, remportent des succès surprenants, prise de Saumur, prise de Thouars, prise d'Angers, attaque sur Nantes qui a failli déboucher, etc. Tout ça se termine en formal parce que les Vendéens, renonçant à la petite guerre, à la guérilla, veulent faire une bataille rangée à Cholet, et là, ils prennent une veste, hein, comme on peut le dire, et à ce moment-là, ils franchissent la Loire, et on a cet épisode absolument incroyable de la virée de Galerne. La virée de Galerne qui pousse jusqu'à Granville, avec l'espoir de voir les Anglais débarquer avec des émigrés, etc., et qui se termine dans le carnage le plus total à Savenay. À partir de décembre 93, il ne reste plus en piste, les chefs vendéens vont tomber les uns après les autres. Il ne reste plus que Stofflet et Charette, et quelques autres. Et là, on entre dans... ils défendent leur territoire, ils défendent leur espace, et il n'est plus envisageable d'avoir une nouvelle grande offensive. Hein. Et c'est entrecoupé. Alors, les républicains, au début, ont envoyé des gens qui venaient de Paris.
ils ont envoyé les héros du 14 juillet, de la prise de la Bastille. C'était de très mauvais militaires, ils n'avaient aucune compétence. Et ça s'est très mal passé. Donc on explique largement les succès vendéens par leur ardeur au combat, mais aussi par la médiocrité des troupes qu'ils avaient en face. À partir du moment où on envoie les soldats réguliers de Kléber, notamment, qui étaient à Mayence et qui avaient obtenu de se rendre avec leurs armes et qui avaient prêté serment de ne plus s'engager contre les Autrichiens et les Prussiens, et on se dit cette armée de Mayence, on va l'envoyer dans l'Ouest, car ce sont des vrais professionnels de la guerre. Alors, ils ont eu quelques défaites quand même à Torfou, au sud de Clisson, mais enfin ils se sont quand même beaucoup mieux comportés parce que aussi bien Marceau que Kléber étaient de bons chefs. Et à ce moment-là, les Vendéens sont entrés dans des épisodes très compliqués, défaites, victoires, la connexion avec les Chouans qui ne se fait pas vraiment. Tout cela aboutit finalement à un épuisement général qui va être accéléré par l'intervention des colonnes dites incendiaires, qu'on a appelées plus tard colonnes infernales, qui là est un plan vraiment de plus que de terre brûlée. C'est un plan d'extermination. Il s'agit de se débarrasser définitivement du territoire insurgé. Et pourquoi pas le repeupler avec de vrais et bons patriotes. Du remplacement, quoi. La création des colonnes infernales, c'est une création de... Alors, qui donne les ordres? Voilà. Alors ça aussi, c'est le grand débat. Parce que les exécutants sur le terrain, il faut savoir qu'un général républicain risque sa tête en permanence. Il en est tombé un très grand nombre qui se sont fait tout simplement guillotiner. Le tribunal révolutionnaire les a condamnés. Bon. Alors, les exécutants, ils attendent les ordres. C'est Paris qui donne les ordres, par le biais des représentants en mission. Les représentants en mission, c'est bien sûr Carrier, alors je ne vais pas trop m'étendre sur Carrier, il y a aussi Franck Castel et Hens dans le Maine-et-Loire, eux-mêmes exécutent les ordres du comité de salut public. Et d'autre part, c'est la Convention qui surveille de très près le comité de salut public, comme le comité de salut public surveille de très près la Convention, qui décide de tout ça. Alors, on remonte très vite, pas seulement à Robespierre, bien entendu. Le plus intéressant, c'est Barère. Barère est un frénétique de l'extermination. C'est un personnage extraordinairement antipathique, autant le dire. Si l'on peut quand même avoir un petit peu, je ne dirais pas de respect, mais de circonspection, puis regarder de très près Robespierre qui a quelque chose dans la tête, Barère, il fait peur, quoi. Il fait peur parce que c'est le prescripteur. C'est le prescripteur et le proscripteur. C'est-à-dire que pour lui, la Vendée doit disparaître. Et il a autour de lui beaucoup de gens qui pensent comme ça. Parce que, d'abord, ils ont une ignorance profonde de l'Ouest en général, ils ne savent pas ce que c'est, et puis ils vivent dans le complotisme permanent. Ils sont convaincus que tout cela est manipulé par Londres et par les Anglais, ce qui est archi faux. Les Anglais ont très peu intervenu dans les guerres de l'Ouest, sauf à Quiberon, et ça a été un désastre. Le cabinet britannique n'était pas chaud. Quant à Louis XVIII, le prétendant après la mort de son neveu, c'était pas un foudre de guerre, il attendait plutôt la voie diplomatique que la voie militaire. Et je ne vous parle pas du comte d'Artois qui ne pouvait pas quitter l'île Dieu, ou qui avait le futur Charles X, qui est un personnage finalement pas très intéressant. Donc les colonnes incendiaires, c'est en finir une fois pour toutes. Alors c'est systématique, on les suit de très près, on les connaît, on sait comment on brûle un village, comment les gens sont tués, hommes, femmes, enfants, comment toutes les provisions, le bétail, tout est ramené sur Nantes, etc. Ça se passe comme ça, dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas. Et concrètement, justement, quand une colonne arrivait dans un village, qu'est-ce qui se passait, quoi? Est-ce que c'était, en gros, est-ce que c'est comme Daesh qui arrive à Palmyre, on tue tout le monde, on abat les bâtiments? C'est un peu ça, parce que il y avait des villages complètement désertés parce qu'ils avaient épousé la cause royaliste, mais ceux qui ne l'étaient pas trop, ils venaient en cortège avec des bannières républicaines, des choses comme ça, et ils pensaient que ça s'arrangerait, et on les exécutait quand même. Et puis alors on a des fous furieux, on a des psychopathes. Le général Huchet, c'est un alcoolique intégral, c'est un psychopathe. C'est un personnage incroyable. Alors nous, on a voulu traiter de tous ces gens-là dans leur longévité. C'est très important ça, parce que
on l'a bien fait pour la Seconde Guerre mondiale. Quand De Gaulle débarque en Normandie, ou plutôt quand il arrive après le débarquement de Normandie, il regarde le corps préfectoral et il s'aperçoit que 80% du corps préfectoral était vichiste ou travaillait avec les Allemands. Et il fait comprendre, on a des textes là-dessus, qu'on ne peut pas tous les révoquer. On est obligé d'en reprendre beaucoup. Hein. Donc ces généraux et ces civils qui ont participé ou ordonné la destruction de la Vendée, eh bien, on les suit après, car on s'aperçoit que ce sont des gens qui font de très belles carrières. Il n'y a pas de problème pour eux. Même les rois Louis XVIII et Charles X les emploieront. Il n'y a que les cas les plus pendables. Cet idiot de Carrier qui n'a rien compris, et qui d'ailleurs a été envoyé à la guillotine par Fouché. Alors Fouché n'était pas intervenu en Vendée, lui il avait exterminé les Lyonnais, mais il fallait un bouc émissaire et il l'avait trouvé. Donc on va faire tomber quelques personnages très peu recommandables, mais si on prend le cas de Turreau, alors régulièrement on s'indigne, Turreau, son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. Oui, bien sûr, son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe, mais il n'y a pas que lui, il y en a des dizaines d'autres. D'ailleurs, ce sont rarement des humanistes et des pacifistes qui sont inscrits à l'Arc de Triomphe, à part les médecins, évidemment. Bon, alors ça c'est un travail nouveau, rechercher la suite. Parce que pour les chefs vendéens, ça va beaucoup plus vite. Presque tous sont morts. Donc ce qui est intéressant, c'est leur amont. On s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de ces chefs vendéens, si on prend Charette, c'est pas quelqu'un frappé par l'anti-républicanisme. Il est allé aux États-Unis, il est attaché à une loge, il trouve les États-Unis extraordinaires, et jusqu'à la prise des Tuileries, il ne bougera pas. Et alors, bon, la scène traditionnelle, il se cache sous la table quand on arrive à son château parce qu'il ne veut pas y aller, ça c'est pas vrai. Mais enfin, il n'était pas enthousiaste, il a bien expliqué, comme d'autres, que c'était une affaire perdue d'avance. Et beaucoup de ces petits nobles n'étaient pas des royalistes ultra. Ils n'avaient pas tellement à remercier la cour de Versailles, les cabinets ministériels, etc. C'est faux, ça. C'est simplement qu'ils avaient le sens de la fidélité, de l'honneur, et puis que le jacobinisme terroriste les effrayait. Finalement, c'est une révolution de la France périphérique. Quasiment. On pourrait parler de ça parce que, et on retrouve ça dans la Commune de Paris, cette arrivée de bataillons de gardes nationaux ou de gens levés dans les faubourgs de Paris font très peur aux paysans, et réciproquement. Hein. Et donc, comme la Commune de Paris a été broyée, détruite par les paysans qu'on a recrutés en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, etc., c'est un peu la même chose. Il y a une périphérie, il y a déjà le centralisme parisien. Il y a des constantes dans notre histoire. Est-ce que la Vendée est une exception à peine. Son ampleur, si, quand même. Oui, c'est quand même, c'est le soulèvement le plus important. Mais par exemple, il y a eu un soulèvement corse. Bon, on a eu des affaires dans le Massif central, du côté du Forez. L'Est était plus patriote parce que ça aussi c'est une constante, de même que pendant les 2 premiers conflits mondiaux, l'Est est plus patriote parce qu'il est tourné face à l'Allemagne, etc. C'est vrai que la Vendée a une personnalité très forte, au point que quand les bolcheviks arriveront au pouvoir en 1917 et qu'ils se heurteront aux généraux blancs, ils parleront des Vendées blanches. Hein, on a ça. Alors il faut savoir que les chefs bolcheviks, Lénine en premier, mais aussi Trotsky, Staline, connaissaient par cœur la Révolution française et les guerres de Vendée. Et ils étaient à la fois, évidemment, pour eux, c'était pas la bonne cause, la guerre de Vendée, mais ils regardaient de très près les méthodes de combat des chefs vendéens. Donc la Vendée est quand même quelque chose qui devient très vite un symbole. Par la force et la puissance de son action, mais ultra courte, je le répète, ça dure un semestre, la vraie guerre de Vendée. Après, il y en aura d'autres guerres, mais ce sont des conflits plus limités. Puis le dernier, c'est celui de la duchesse de Berry, qui est presque une gaudriole. Il y a une affaire très connue qui a été bien étudiée d'ailleurs pour une fois par Jean-Clément Martin, c'est le petit tambour Barra. C'est une escroquerie totale. Alors l'enfant martyr dans les causes révolutionnaires, c'est un vieux truc. Mussolini avait trouvé Balila qui s'était battu contre les Autrichiens à Gênes, si je me souviens bien. Les Russes, les bolcheviks en avaient plusieurs
sous le coude, les nazis en avaient, les systèmes à vocation totalitaire aiment bien trouver des enfants martyrs, quitte à leur inventer une histoire complètement fictive. Alors ce petit Barras qui se fait massacrer parce qu'il refuse de dire vive le roi, eh bien c'est Barère qui s'en emparera. Barère est un immense propagandiste. Je ne voudrais pas le comparer à l'ineffable et Joseph Goebbels, mais enfin mon Dieu, ça ressemble beaucoup. Hein. Alors évidemment, quand je sors des choses comme ça, sur un mode un petit peu amusé et goguenard, mais il y en a que ça énerve beaucoup parce que les comparaisons de ce genre, c'est insupportable. Hein. On a ce courant néo-robespierriste qui, on le voit encore avec le candidat Jean-Luc Mélenchon, ils sont dans la fièvre et le culte robespierriste. Hein. Et donc on ne peut pas toucher à tout cela parce que c'est sacré, quoi. Et des fois, on a les républicains ont fait des héros absolument insensés. Alors, je ne vais pas en dresser la liste, mais il y en a pas mal, le général Moulin par exemple. Et puis, chez les royalistes, il y a eu une tendance que je qualifierais un peu de sulpicienne pour présenter des figures absolument de chevaliers sans peur ni reproche. Bon, attention, Charette, c'est un dur. Hein, Charette, hein. Bon, alors on a des belles figures, on a Caplino, le Roche-Jacquelin. Bonchamp. Bonchamp, Bonchamp c'est superbe. C'est superbe et il faut rappeler que quand on va à Saint-Florent-le-Vieil, dans l'abbatiale, la statue de Bonchamp grâce aux prisonniers, c'est le fils, c'est David d'Angers, dont le père avait été gracié par Bonchamp. Il y a des belles figures. Hein. Il y a peut-être eu quand même plus d'humanité chez les chefs royalistes que chez les chefs républicains. Si je mets à part Kléber, Marceau et 2 ou 3 autres. Mais le reste, c'est quand même un beau tas d'assassins, quoi, hein, vraiment des criminels. Hein. Aujourd'hui, selon les normes du droit international, ils seraient poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, hein, c'est évident. Mais ça ne sert à rien de transposer ce qui est aujourd'hui notre droit international sur cette époque-là, qui faisait moins dans la dentelle, hein, quand même. Alors la virée de Galerne, c'est quand même un événement assez extraordinaire qui a souvent été comparé par les historiens de fibre royaliste comme une espèce de migration de peuple élu, façon Moïse traversant la mer Rouge. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette histoire. Les Vendéens sont battus à Cholet le 17 octobre. Ils s'enfuient vers la Loire et ils sont des dizaines et des dizaines de milliers. Mais il n'y a pas que des combattants, il y a les non-combattants, les femmes, les enfants et toutes sortes de gens, le civil. Ils vont franchir la Loire autour de Saint-Florent-le-Vieil, dans des conditions invraisemblables, hein, sur des barques improvisées, etc. Bonchamp va mourir là, évidemment. Et ils passent de l'autre côté, ils sont outre-Loire. Et à ce moment-là, les chefs vendéens, alors on a le prince de Talmont, qui est le seul noble de très haut rang, hein, de très haute distinction, qui est convaincu que les chefs chouans, les bandes chouanes vont le rejoindre. En plus, Talmont va vers ses terres féodales. Mais en fait, la connexion avec les chouans est partielle, ça se passe assez mal. Et donc, on remonte vers Granville. Et ce sont des victoires, hein. Ils prennent le Mans, ils rentrent dans Laval, ils s'en vont à Mayenne, et ils arrivent devant Granville. Et alors là, c'est la catastrophe, parce que d'une part, la flotte anglaise n'est pas là, et puis surtout, si vous connaissez bien le site de Granville, ça ne se prend pas comme ça. Il faut du matériel de siège et il faut des canons. Et de toute façon, ils sont déjà très fatigués, on est en plein hiver, ils sont épuisés par la dysenterie, le manque de repos et tout, et donc ils échouent devant Granville. À partir de là, c'est le reflux. C'est le reflux, et le premier grand massacre se produit au Mans, dans des conditions épouvantables. Hein. On a des témoignages absolument atroces, hein. C'est aussi bien que Daesh, hein, c'est sûr. Et du Mans, un certain nombre de gens vont repasser la Loire à hauteur d'Angers. Mais dans tout ça, d'ailleurs, je tiens à préciser que ni Charette ni Stofflet ne sont dans le coup. Car ce sont les 2 chefs tacticiens qui ont des idées précises sur ce qu'il faut faire. Ils ont refusé de passer la Loire. Donc ils attendent. Et ils se dirigent vers Savenay. Et le 23 décembre 1793, c'est l'extermination finale. C'est une bataille rangée, mais c'est aussi un carnage épouvantable. Et les survivants de Savenay fileront vers les prisons de Nantes.
hein, notamment le fameux entrepôt des cafés. Et c'est là que Carrier dira, ainsi que les commissions militaires, il n'est pas tout seul, ou bien Nantes va périr autour de 10 000 personnes, alors amenant le typhus, amenant tout ça, et donc il va trouver toutes sortes d'arguments péremptoires pour s'en débarrasser. Donc les commissions militaires vont en fusiller 3 000 à peu près, et puis lui il va en noyer autour de, alors on débat toujours autour de 5 000. Hein. Et là c'est vraiment la fin vraiment de la première grande guerre de Vendée, la plus importante. Et cette virée de Galerne est un événement militaire et humain tout à fait étonnant, quoi, qui a transfiguré littéralement la cause vendéenne. Parce qu'on a des centaines et des centaines d'épisodes émouvants, hein, avec des femmes formidables, des vieillards qui suivent leur mari, leurs frères, etc. C'est très impressionnant. Voyez les mémoires de Madame de la Roche-Jacquelin. Bon, ils ont été réécrits un petit peu, mais enfin, c'est quand même de l'authentique. Qu'est-ce qu'un Vendéen et qu'est-ce qu'un Chouan, selon vous? Qu'est-ce qu'un Chouan, du tout? Parce que, ouais. Bah, le Chouan, il est vraiment dans la tradition bretonne de refus du pouvoir central. Hein, c'est clair. Il faut savoir qu'il y avait des paroisses de Marche qui, jusqu'à l'abolition de la gabelle, trafiquaient dur sur le sel, puisque la Bretagne était rédimée, elle ne payait pas d'impôt sur le sel, et les autres régions autour payaient le sel très très cher. Donc on s'aperçoit que par exemple les frères Cottereau, des gens comme ça, Jean Chouan, toute cette bande, ce sont des fauçonniers, ce sont des gens qui ont l'habitude du coup de main, des bagarres avec les gabelous. Et il y a une tradition donc de refus de l'ordre du pouvoir central. Et ça donne... Anne Bernet, qui est une excellente historienne, a écrit une histoire de la chouannerie, elle a eu bien du mérite. Parce que c'est pratiquement... c'est très difficile à faire. C'est un éparpillement total. Il n'y a jamais eu de coordination chez les chouans. C'est autre chose. D'où le peu d'entente et le peu de compréhension entre Vendéens et Chouans. Même si la cause est commune, évidemment. Mais ce n'est pas du tout la même façon de faire. Donc finalement, s'il y avait eu un chef chouan ou une meilleure organisation et qu'il y avait une convergence avec les Vendéens, ça aurait pu... Ça aurait donné une masse de manœuvres beaucoup plus importante, mais c'était totalement impossible. Les chefs chouans, en plus, les bandes chouanes sont souvent manipulées par des agents secrets. Ça pullule d'agents secrets, simples, doubles et triples. Et ils sont souvent mis à mal par ces histoires-là. Ça fait penser d'ailleurs aux maquis. Toujours pareil, les comparaisons avec les maquis bretons de la Seconde Guerre mondiale. Le bon ordre et l'entente ne régnaient pas toujours. Hein. C'était assez compliqué. Donc, tandis qu'il y a eu vraiment une volonté de donner une cohérence à la révolte vendéenne. Il y a un gouvernement vendéen, enfin entre guillemets, hein, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Il y a une organisation vendéenne. Les Chouans sont beaucoup plus dans la spontanéité. Et au final, ils souffriront moins que les Vendéens de la répression ou pas? Si, quand même. Mais ce sera une répression émiettée. Il n'y aura pas de grande... Sauf à Quiberon, et dans quelques cas isolés, il n'y aura pas une grande extermination. Il n'y a pas de colonne à faire, il n'y a pas de colonne. Non, il n'y a pas de colonne incendiaire, il n'y a pas de choses comme ça. D'autant que c'est Hoche qui reprend les choses, le général Hoche, autre grande figure républicaine, et c'est la carotte et le bâton. Et il réprime très fort à Quiberon, hein, il en fait fusiller presque 800, mais par exemple, il relâche les Chouans. Il fait fusiller les émigrés. Ce sont des traîtres, des collabos avec la coalition. Mais les Chouans, il les relâche. Il dit regagnez vos villages, on vous a trompé, etc. etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors la Vendée, c'est un champ particulier qui est très intéressant parce que on y voit là tout l'enjeu de l'histoire d'un point de vue aussi bien historiographique que politique. Il y a beaucoup de choses qui, lorsqu'on étudie les guerres de Vendée, remontent jusqu'à nous et peuvent en partie expliquer, conditionner certains comportements. Alors, deux auteurs, parce que Gérard Guichetot est un vieux comparse, j'ai travaillé avec lui dans les revues parisiennes.
Nous venons d'horizons politiques quasiment antagonistes et nous nous sommes retrouvés, alors que nous atteignions un certain âge mûr, sur des points communs, quelque chose comme la défense d'une certaine identité vendéenne et surtout une dénonciation du silence pesant sur les massacres commis à cette époque-là. Donc Guichetot est plus un journaliste que moi, il est aussi de mon avis, un excellent romancier. Il apporte donc son écriture, sa capacité à capter le réel en termes simples. Et puis moi, je suis un peu plus dans l'esprit du chercheur, de celui qui va fouiller les archives, les livres de référence. Notre entente a été excellente, mais c'est difficile de faire un livre à deux. Et il a fallu, il faut le reconnaître, l'éditeur a été très bien sur ce plan, il a fallu remanier la première mouture qui n'était pas du tout satisfaisante. Elle est nouvelle dans la mesure où elle se refuse au parti pris partisan, au clivage, les bons républicains, les méchants royalistes ou les gentils royalistes et les méchants républicains. On essaie de faire quelque chose, non pas d'objectif, ça n'existe pas en histoire l'objectivité, mais on essaie vraiment de voir les deux versants de cette guerre civile. Car aussi, l'autre point très fort, c'est que pour nous, c'est un peu comme pour la guerre d'Algérie, hein, à ses débuts, hein, il s'agissait d'opérations de maintien de l'ordre, et puis très vite on a vu que c'était une guerre coloniale et en même temps une guerre civile. Eh bien, pendant longtemps, les guerres de Vendée ont passé pour simplement la révolte de gens qui refusaient le nouvel ordre républicain. C'est beaucoup plus que cela, c'est une véritable guerre civile. C'est même peut-être, avec les guerres de religion, toutes choses étant égales d'ailleurs, la plus sanglante et la plus longue des guerres civiles en France. Puis vous savez que les Vendéens se sont convertis à la République sous la guerre de 14-18. C'est la guerre de 14-18 qui les a fait républicains. Parce que malheureusement, ils étaient dans les tranchées. Et ils ont donné leur sang. Et à ce moment-là, avec des figures comme Clémenceau, bien sûr, mais pas que lui, le Vendéen, aujourd'hui, il a une sentimentalité vendéenne, royaliste, etc. Mais il est républicain comme vous et moi. Ça n'a rien à voir. Quand vous entendez parler des valeurs de la République, est-ce que du coup vous avez un certain recul par rapport à ça ? Ça me gêne beaucoup parce que je voudrais savoir de quelle république on parle. C'est ça, à mon avis, c'est de l'emphase, de l'emplâtre et ça ne veut rien dire. Les valeurs républicaines, on est tous ici républicains. Les royalistes aujourd'hui représentent 0,01% de la population française, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est un cache-misère. La République, il faut s'entendre. Est-ce qu'on veut une République justement de filiation jacobine, qui à l'origine était terroriste, ou est-ce qu'on veut une République plutôt girondine, qui avait l'idée de la décentralisation? Non pas que je sois un très fort admirateur des Girondins, mais enfin quand même. Hein. Donc, entendons-nous sur ce qu'on appelle la République, puis n'oublions pas qu'on est dans un système de monarchie républicaine. Oui. C'est très ambigu. Mon collègue et ami Gérard Guichetot dit « Moi, je suis un républicain monarchiste ». Et il s'entend très bien avec des gens de l'Action française, comme ça. Mais il dit, oui, je ne veux pas renverser la République, mais j'aime bien que mon président de la République se comporte comme un roi. Il y a du paradoxe et de la contradiction. Et les Français aiment ça. Les valeurs républicaines, c'est un peu un mot valise. C'est un mot valise. Qui reste très flou. En plus. Qui reste très flou. Et qui cache des fois pas mal de choses. C'est une incantation. C'est une incantation. Ah oui, c'est épouvantable même. C'est insupportable.